On va parler d'archéo. J'ai épluché les journaux du Conseil et de l'Assemblée pour trouver une citation au lendemain de l'incendie, quelque chose de punchy, quelque chose d'un peu choquant, puis j'en ai pas trouvé pour mon titre. Donc, j'ai trouvé en conséquence de l'incendie de l'édifice, l'étonnante préservation. C'était une phrase qui revenait souvent dans les journaux. En conséquence de l'incendie de l'édifice. C'est un peu plate, mais c'est comme ça. Puis je me suis dit, c'est quand même approprié parce qu'une des conséquences de l'incendie de l'édifice, c'est effectivement la préservation archéologique des vestiges du Parlement. Ce n'est pas le seul facteur. Ce que je veux présenter, c'est vraiment une convergence plus ou moins accidentelle ou aléatoire de circonstances bien, bien précises qui font de ce site-là quelque chose de très unique, surtout quand on regarde les contextes archéologiques urbains qui sont très meurtris, qui sont très altérés parce que les développements urbains ont été ont eu lieu à une époque où on se souciait peu, où on ne se souciait pas encore du patrimoine archéologique. Mais ici, on a une série d'exceptions qui font que ce site-là est exceptionnel. Si c'était juste un marché, ce serait déjà un site archéologique exceptionnel. Mais en plus d'être un marché, c'est un parlement. Donc, je pense qu'au niveau mondial, un parlement britannique, archéologiquement, c'est le seul qu'on connaît, ou en tout cas, c'est celui qu'on connaît le mieux, grâce aux différentes campagnes de fouilles et différentes campagnes de recherche historiques que Pointe-à-Calaire a menées avec ses partenaires depuis 2010. Or, le premier élément qu'il faut savoir, c'est la rivière. C'est la présence de la rivière, la petite rivière, sur laquelle le Parlement ou le marché Sainte-Anne a été bâti. Ça crée une condition archéologique bien, bien particulière. Donc, on se trouve ici à Place du Ville-Ouest. Ça crée des conditions bien particulières et un projet architectural très unique où est-ce qu'on a, comme plusieurs d'entre vous le savez, on a couvert la petite rivière pour l'assainir ou en tout cas pour s'éloigner des conditions insalubres qu'elle créait. Et dans le même geste architectural, on a construit le marché Sainte-Anne et ça fait en sorte que les fondations du marché Sainte-Anne sont anormalement profondes, environ 5 mètres de profond, pour se rendre jusque dans le lit de la petite rivière, pour avoir une assise de sol solide, plutôt que construire dans un remblai qui aurait causé des fondations instables. Donc ça, déjà, c'est un facteur qui est très important pour comprendre les données archéologiques qu'on a devant nos yeux. Donc ça, c'est le collecteur au niveau du marché Sainte-Anne-Parlement. Il est très, très, très bien conservé, de toute beauté. Maintenant, il y a de l'eau dedans parce que l'eau trouve toujours un chemin, mais il y a quelques années, l'eau avait été pompée pour qu'on en fasse l'inspection. Et c'est de ça qu'il a l'air aujourd'hui. Ici, on a une coupe du bâtiment avec des données archéologiques qui présentent le lit de la petite rivière et le collecteur qui traverse d'est en ouest ou de nord au sud, dépendant si on adopte la fiction du Nord montréalais ou non, le fait alternatif du Nord montréalais. Donc, le collecteur qui est là, qui passe au centre du bâtiment. Les celliers sont super importants pour comprendre les contextes archéologiques qui nous permettent, en tout cas, les celliers sont des genres de demi-sous-sols qui étaient loués au mois à l'époque du marché et d'où on vendait tout un ensemble de choses. Sous les celliers, pour combler finalement ces fondations super profondes, des caves. On les appelle des caves, mais c'est une espèce de vide sanitaire de quelques pieds de profond qui était vide, qui n'a jamais été comblé, qui était probablement très insalubre, mais dont on se servait pour évacuer des déchets. Donc ça, archéologiquement, c'est super significatif pour nous. Ça, c'est une découverte archéologique qu'à l'époque du marché, ces espaces-là étaient utilisés pour évacuer les déchets. Ça, c'est un plan archéologique des différentes
campagne de fouilles qu'il y a eu entre 2010 et 2017 avec une réserve archéologique, ce qu'on appelle une réserve archéologique en haut à droite. C'est un espace qu'on n'a pas touché volontairement pour préserver. La meilleure préservation d'un site archéologique, c'est de ne pas y toucher. Donc, on a laissé une portion significative du site non fouillée pour des archéologues du futur qui peut-être auront des méthodes et des questions différentes des nôtres. Puis on fait ça parce qu'on aurait aimé que les archéologues des années 20, des années 30 aient fait la même chose plutôt que fouiller des sites au complet. Puis il y a un déficit d'information pour nous à ce moment-là. Donc, c'est des énormes campagnes de fouilles qui ont été faites, très importantes en 2010 et 2017. La campagne de 2017 avait sur le terrain entre 22 et 24 archéologues, ce qui est énorme. Ça en revient à dire que c'était plus ou moins le plein emploi en archéologie cette année-là, grâce à Pointe-à-Calière. Bon, les fouilles, c'est une chose. Ça ne finit pas là. On est encore dans la gestion et dans l'étude de cette collection-là, parce que c'est une collection qui est énorme. Donc, il y a tout un travail d'enregistrement, de compréhension de la collection avec des provenances, des distributions, etc., des identifications de matériaux, des choses comme ça. Donc, c'est un site qui est stratifié et dont la stratification, donc c'est un site qui a différentes époques qui sont une par-dessus l'autre, de manière assez intègre, qui n'ont pas subi tellement d'altérations comme on en trouve dans d'autres contextes. Donc, on a, au niveau des fouilles, la stratification est à l'envers ici, vous comprendrez, mais au bas complètement, on a des restes de la petite rivière qui ont livré des données importantes quand même, parce que la petite rivière était utilisée comme cloaque, comme lieu où on jetait des déchets. Les restes du marché Sainte-Anne, entre 1932 et 1934, le Parlement de la province du Canada entre 1944 et 1949. Ce qu'on appelle le troisième marché, c'est le marché qui a été reconstruit sur les restes du Parlement, ou les restes brûlés du Parlement, entre 1951 et 1901, et la surface moderne, évidemment, qui est restée plus ou moins inchangée depuis 1901, quand le troisième marché a été détruit. 315 000 artefacts, 315 000, 350, on trouve les deux chiffres. Ça dépend comment on compte, c'est compliqué, mais 315 000 à un strict minimum. Mais à quelque part, c'est un chiffre, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est que c'est une collection qui est extrêmement imposante et c'est la diversité puis la qualité des données archéologiques qui sont les plus significatives pour moi. 650 mètres carrés excavés et un site complexe stratifié, 5 mètres de profondeur. Ici, c'est simplement une superposition d'un plan de construction du marché avec les strates correspondantes rencontrées archéologiquement de part et d'autre du collecteur. On a donc la coupe, les celliers, où on présume qu'il y avait des trappes, on jette les déchets. À l'époque du Parlement, ça brûle, les restes du Parlement et ce qu'il contient se ramassent au fond et on a cette stratification-là. Ici, la bande rougeâtre à la base de cette stratigraphie-là correspond aux restes brûlés du Parlement, qui, avec les restes du troisième marché sur le dessus et les restes du premier marché qu'on ne voit pas vraiment au-dessous. Je prends crédit pour ça parce qu'en 2017, je me rappelle avoir parlé à une journaliste de la Gazette, puis lui avoir dit que pour les archéologues, un incendie, c'est extraordinaire parce que c'est un arrêt sur image. Le bâtiment est évidemment évacué. On n'amène pas grand-chose avec soi. Et dans un cas comme celui-ci, ça s'est tout déposé très, très profondément au niveau presque des bases des fondations, au niveau de ce qui était le vide sanitaire ou les caves. Le lendemain, la caricature de la Gazette était celle-ci. « What a great opportunity for future archaeologists ». Puis, je ne sais pas si je peux prendre crédit, mais il y avait une drôle de correspondance. Quelques highlights du genre de choses qu'on trouve. C'est une collection qui est extraordinaire parce qu'à l'époque du marché, on brisait des choses, on les jetait, c'est des choses brisées,
mais sont complètes. Puis, à l'époque du Parlement, tout a été laissé derrière. C'est des choses qui sont brisées, brûlées, mais complètes, et donc reconstituables. Donc, c'est un site qui a livré au moins 2000 objets reconstituables et reconstitués. On travaille là-dessus. Donc, ça, c'est le type de données provenant du marché, de très, très beaux objets. Une strate chronologique très précise aussi, parce que c'était des sites qui ont été utilisés et occupés pendant très peu de temps. Donc, ça, c'est une richesse aussi. Des objets brûlés à l'époque du Parlement aussi, très altérés par le feu. On fumait beaucoup. Et on est quand même dans un immeuble à bureaux à l'époque du Parlement, il ne faut pas l'oublier. Donc, on trouve beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées à l'administration, à la bureaucratie, des contenants pour l'encre, par exemple, ou des choses comme ça. Les pichets de Peel et Cobden, que certains d'entre vous ont vu à la caserne hier, un signe politique fort, c'était des pichets qui représentent Robert Peel, Richard Cobden, considérés comme étant les responsables de l'abolition des Corn Laws. Et donc, c'est des objets de propagande politique qui peuvent être utilisés pour, évidemment, afficher ses propres attitudes politiques et peut-être taquiner son adversaire en lui servant quelque chose à l'aide d'un objet qui commémore une affiliation politique forte. Les toilettes, je les montre parce qu'on ne peut pas ne pas les montrer. Ce sont des toilettes qui ont reçu des restes d'hommes célèbres à l'époque du Parlement. C'est mon collègue François Gignac qui a fait l'association. C'était des toilettes qui flushaient. C'était à la fine pointe de la technologie à l'époque. Et évidemment, les livres. Pour l'anecdote, les fouilles de 2011, année très sèche, on n'a pas vraiment perçu les livres. On voyait des choses, mais 2013, année plus humide, plus pluvieuse, et c'est là que la majorité des livres ont été trouvés. C'est à ce moment-là parce que les sols étaient plus humides et ces masses de papier carbonisés-là ont pu plus facilement être identifiées. Et Gilles Galichin en a parlé avec beaucoup plus d'éloquence que je puisse le faire aujourd'hui. Donc, je ne m'attarde pas, mais on est dans un processus d'identification. Des ouvrages qu'on a, on en a plus qu'une centaine, peut-être presque proche de 200 ouvrages individuels. Et évidemment, beaucoup de matériel brûlé qui témoigne de l'intensité de l'incendie. Tout ce qui est le contenu de verre, par exemple, est très, très, très altéré, très fondu. On en a un exemple ici. À la droite, c'est un encrier de voyage avec un couvercle en métal. Le couvercle en métal est peu altéré, mais le verre est complètement liquéfié. Puis celui de gauche, ben, c'est un qu'on a trouvé sur eBay qui est identique, donc on l'a acquis. D'autres marques de politique à l'époque, le cachet de la Poste de l'Assemblée législative qu'on a trouvé archéologiquement et encore sur eBay, on a trouvé une lettre qui a été écrite et qui porte l'étampe en question, qui a été écrite par Malcolm Cameron, député de Kent, à un homologue ou un partenaire d'affaires à London, Ontario, une semaine, jour pour jour, avant l'incendie. Et il dit des choses, « Parliament will sit till June and all our great measures are going to pass. » Puis, that was not to be. Le sceau du Conseil législatif, de la bibliothèque du Conseil législatif, un objet super intéressant aussi. Et le troisième, marché Sainte-Anne par-dessus, qui a aussi, sans le savoir, contribué à la préservation archéologique du lieu parce que, encore une fois, la profondeur des fondations a fait en sorte que c'était... Souvent, quand il y a un incendie, on nettoie, évidemment, et des fois, on en profite pour creuser les caves un petit peu plus profondément, mais les restes sont quand même altérés. Ici, la profondeur était telle que ce n'était pas nécessaire de faire ça, donc on a ni plus ni moins tout laissé en place. On sait qu'il y a eu du nettoyage, il y a peut-être eu du pillage, on a récupéré
des objets en métal, par exemple, des choses comme ça. Mais en gros, on a reconstruit le marché Sainte-Anne, le troisième marché Sainte-Anne, par-dessus les restes de l'incendie et du premier marché, ce qui a eu l'effet de les encapsuler plus ou moins. Et on continue, on est engagé dans des campagnes de restauration, par exemple. Laura Jacobs, qui travaille avec nous, nous a aidé à établir un petit laboratoire de restauration et développe et incorpore des techniques comme, par exemple, l'infrarouge, qui nous permet de détecter des détails de décors imprimés qu'on ne voit pas autrement sur les céramiques altérées. L'ultraviolet pour étudier le vert. Je le montre simplement parce que je trouve que c'est une image super belle. On est encore en train de faire des découvertes. Il y a un objet mystère, on ne sait pas ce que c'est. C'est un petit prisme de métal. Et des rayons X nous ont indiqué que il est composé de petites alvéoles à l'intérieur. Dans chacune des petites alvéoles, il y a une espèce de petite pin de métal. On ne sait vraiment pas à quoi ça sert. Ça fait très techno pour l'époque, mais on ne l'a pas identifié. Si vous avez des c'est des fragments d'autres objets, on en a un complet et quelques-uns fragmentés. On a identifié également, on voyait des anomalies dans la distribution de certains types d'objets. On a trouvé une concentration d'objets liés à la cuisine, à l'hygiène, à la préparation de nourriture. Puis, on s'est interrogé là-dessus, qu'est-ce que ça faisait là. Au départ, il y a eu une interprétation on était en présence du restaurant du Parlement. Puis je pense que c'était Alain Roy, à l'époque, qui disait « Oui, mais je ne pense pas qu'il y avait de restaurant au Parlement. » Puis c'est resté comme ça pendant un certain temps. Puis avec mon collègue François Gignac, on savait qu'il y avait un individu qui habitait dans le Parlement, c'était André Leroux du Cardinal, qui était le messager en chef, puis qui habitait là à l'année. Mais on n'avait pas beaucoup d'informations, puis on a creusé un petit peu, puis on a trouvé que c'était probablement les restes de son appartement. Il habitait là avec son épouse, sa fille, une domestique et la petite sœur de la domestique. On a fait une enquête là-dessus, on l'a publié. Il y a eu un petit peu de résistance de la part de nos collègues qui étaient comme « Ouais, mais tu ne sais pas vraiment. » Puis en tout cas, il y avait de la mauvaise foi un petit peu. Puis on sait qu'il avait fait une réclamation pour les pertes qu'il avait subies. Et si seulement on avait cette liste-là, on ne l'avait pas au moment de publication, mais encore crédit à François, on l'a trouvé. Il l'a trouvé par accident et on a tous les détails de ses possessions, les possessions qu'il a perdues, incluant des choses qu'on a trouvées archéologiquement. Il parle d'un service à dîner et un service à déjeuner. Le service à déjeuner est beaucoup plus cher que le service à dîner. Il ne dit pas pourquoi, mais nous, on sait pourquoi. C'est parce que le service à déjeuner, il est en porcelaine. Donc, c'est pour ça qu'il est plus cher sur la liste de réclamation. Il parle d'un bénitier. On a trouvé le bénitier et on a même vu que derrière le bénitier, il y avait une petite inscription qu'on pensait au départ être S-E-R, mais en regardant les différents types de signatures de Leroux, dit cardinal, on est presque certain qu'il y avait son nom à l'endos. Donc, au niveau des interprétations archéologiques, c'est ce qui s'approche le plus d'un smoking gun, qu'on est d'une certitude absolue. Donc, conclusion, architecture, les convergences de différents facteurs, architecture, lit de la rivière, processus de déposition, accumulation de déchets, présence d'un collecteur fonctionnel qui a été utilisé jusqu'en 1989, qui a minimisé les emprises urbaines sur l'endroit. Donc, le collecteur a ni plus ni moins protégé le site archéologique. Et la vigilance de quelques élus au début des années 90, immédiatement à la décommission du collecteur, il y a eu un projet de stationnement souterrain qui est passé à la ville. Il y avait un conseil, des conseillers qui se sont rassemblés pour voter là-dessus. Il y avait 6 personnes plus le président. Ça a été voté 3 pour le stationnement, 3 contre le stationnement. Et c'est le président, André Lavallée, on le salue, qui a tranché contre le stationnement. Et donc, c'est aussi un facteur déterminant pour non seulement la qualité du site, mais même son existence. Donc, ça a passé très, très proche. Je vous remercie.